Salut les cornets! Moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Ben coucou! Allô tout le monde! Surprise! Salut tout le monde! Bienvenue à un épisode filmé. Surprise! C'est filmé et vous y attendez pas parce que c'est une surprise d'Halloween. C'est vrai! Fait que double surprise! Surprise aux cornets réguliers qui nous écoutent en ce moment et qui ne s'attendaient pas à avoir un épisode cette semaine. Et surprise à nos petits cornets deux boules qui voient notre tronche en ce moment dans leur écran. Oui, c'est comme un test, là. On essaie de voir que ça donne faire un épisode filmé. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas un épisode de bonus d'Halloween filmé pour le premier. Puis pour vrai, si ceux qui nous écoutent juste à l'audio, peut-être que vous allez sentir, mais on est vraiment malaisés de filmer en ce moment. C'est pas drôle du tout. Tu dis ça, puis j'ai juste envie de me cacher. Je pense que je vais me cacher. En tout cas, vous êtes mieux d'aimer ça, les cornets Patreon, parce que nous, on n'aime pas ça. On dirait qu'on se fait vivre la torture. Mais dans tous les cas, on est vraiment contente parce que on fait un petit épisode bonus pour tout le monde, parce qu'on vous aime, pour vous remercier, puis pour conclure le mois d'octobre spooky comme du monde. Vraiment. On se sentait vraiment présente dans le mois d'octobre. On a comme vraiment fait beaucoup d'épisodes, puis on était comme « OK, on fait une thématique. OK, occulte. OK, on fait un autre épisode. L'épisode Patreon. On se filme. » Genre, il y a comme trop d'affaires. Mais le live. Le live, c'est vrai. Mm-hmm. On plein de donné. choses. On aime le mois d'octobre, puis on vous aime. Fait que on vous a préparé un petit épisode bonus. On va chacun vous raconter un crime survenu un 31 octobre. Ouais. Des petites histoires un peu plus courtes, mais pas moins intenses et abominables. Mais c'est ça, fait qu'on espère que vous allez aimer. Puis... Oui. C'est pas nécessairement en lien avec l'Halloween, mais c'est deux histoires qui se sont passées cette date-là. Et qui vont rendre la journée de l'Halloween un petit peu plus spooky, un petit peu plus morbide. Et c'est ça, on voulait vous donner un petit bonus cette semaine, être là toutes les semaines pour le mois d'octobre. Cadeau! Yes! Est-ce qu'on fait quand même notre petit shout-out de chaque semaine, tant qu'à faire un épisode ben oui, c'est vrai. Spécial. J'avais même pas pensé. On pourrait bien. Est-ce que tu veux nous le lire? Puis ensuite, au pire, je commencerai avec mon histoire. Oui, donc, notre shout-out est d'Alexandra. Il dit... le shout-out dit, mais Alexandra, elle dit « Coucou les filles, je ne sais pas si vous allez voir mon message. Maintenant, avec votre popularité, wouhou! » Mais, si possible, j'aimerais faire un shout-out à mon frère Samuel Saint-Gelais. On a découvert votre podcast ensemble et on vous suit toutes les semaines sans relâche. PS, nous aussi, on a failli aller dans le Vermont pour Ben & Jerry à cause de vous, mais finalement, on a opté pour Hampton Beach. Bon été! Oups, ça montre que nous a écrit cet été. Et polaille! Ben, on va rattraper un jour, là, un moment donné. Exact! Puis merci Alexandra et salut à ton frère Samuel. Oui. Salut à vous deux, merci de nous écouter. Oui. On vous aime beaucoup. Vraiment. On s'était dit que tu commençais, Cri? Tu racontais ton histoire en premier? Oui, je pense bien que c'est ça qui se passe. Alors, est-ce que t'es prête pour que je te raconte mon histoire? Ben, mais-en que je suis prête. Donc, la petite histoire qui se passe le 31 octobre que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire qui se passe à Columbus, dans l'État de l'Ohio. OK. On est le 31 octobre 2010, donc c'est quand même potentiellement récent, là. C'est pas... on parle pas d'un vieux... une vieille histoire. Et on est... c'est ça, le jour de l'Halloween.
Donc, Devon Griffin, 16 ans, revient de l'église cet après-midi-là, en fait, après y avoir passé toute la matinée. Parce qu'en fait, Devon, il faisait partie de la chorale de l'église. Puis à tous les dimanches matins, il y avait comme une grosse pratique de chorale. Puis c'était comme, je sais pas exactement ça consistait à quoi, là, mais il y avait un cours, en fait, à l'église. Puis il revenait toujours vers à peu près midi chez lui. OK. Fait que ça durait 2-3 heures, mettons. Devon, il arrivait, en fait, de passer le week-end chez son père. Et puis là, après l'église, il allait comme retourner directement chez sa mère pour y passer la semaine. Je pense qu'il faisait comme un week-end sur 2 ou quelque chose comme ça. Ses parents étaient séparés. Autour de ce même matin-là, le matin de l'Halloween, Devon, il était parti de chez son père, mais il était pas allé directement à l'église parce qu'il y avait comme ses vêtements de chorale qui étaient chez sa mère. Fait qu'il est passé rapidement, autour de 9h30, chez sa mère, prendre ses vêtements rapidement dans sa chambre, tout ça, et quitter pour l'église. Fait que quand il est passé, tu sais, toute la maison était encore endormie, un dimanche matin, il était assez tôt. La seule personne qui a comme croisé rapidement, en fait, c'est son demi-frère BJ, qu'on va l'appeler. Je vais vous parler un petit peu plus de lui tantôt. Mais tu sais, à peine, là, genre, il l'a comme croisé. Tu sais, lui, il descendait, mettons, l'autre, il montait, puis il est juste parti tout de suite. Fait qu'il n'y a pas eu d'échange avec personne de sa famille ce matin-là. Il est directement allé à l'église. Le reste de sa famille, comme je disais, eh bien, c'est Derek Griffin, qui est son frère, et Susan, qui est sa mère, et son beau-père, qui s'appelle William E. Liskey. OK. On va l'appeler Bill. Donc, son beau-père, Bill Liskey, sa mère, Susan, son frère, Derek, et son demi-frère, qui, lui, par contre, il était réveillé, BJ. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça, il s'en va à l'église, puis après être passé à 9h30, église, tout ça, il revient à midi, aux alentours de midi chez lui. Il s'en va directement dans sa chambre parce que là, c'est ça, tu sais, il a passé quand même quelques heures à l'église, il est un peu fatigué, il s'en va directement dans sa chambre puis il joue aux jeux vidéo. Sauf que là, il est environ 1h30 de l'après-midi, donc 13h30, quand il se rend compte que c'est un peu bizarre que ses parents ils dorment encore à cette heure-là. Genre, normalement... OK, midi peut-être, maximum, là, mais ça, c'est s'ils font vraiment la grasse matinée. Mais normalement, il y a toujours du bruit quand même dans la maison, tu sais, c'est pas aussi silencieux que ça. Fait que là, il décide de se lever de son lit, parce qu'il se dit, qu'est-ce qui se passe? Sont-tu là? Tu sais, leur char était là. Weird. Fait qu'il fait juste se lever, il descend au rez-de-chaussée pour... aller voir si ses parents, si son frère est là quelque part. Puis, il regarde au salon, à la cuisine, dans la salle à manger, tout ça. Il y a personne. Fait que là, il se dit, ben là, je vais aller voir dans leur chambre. C'est pas son habitude vraiment de juste rentrer dans la chambre de ses parents. Sa mère, elle tient souvent sa porte fermée. Mais là, il se dit, je vais aller voir s'ils dorment encore, là. Je vais les réveiller, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il ouvre la porte de la chambre des maîtres et il voit que la chambre est encore plongée dans le noir. Donc, tous les rideaux sont fermés, les stores, tout ça est encore dans l'obscurité. Puis, il arrive à voir quand même dans le lit que ses deux parents sont là. Tu sais, il voit les couvertures, mais il voit qu'en dessous, les deux parents sont toujours là. Fait que là, il est comme, OK. Il fait juste dire « maman ». Il dit son nom parce qu'il se dit « je vais la réveiller », là. Ouais. C'est un peu bizarre. Pas de mouvement. Il y a rien qui se passe. Donc là, il s'approche un peu. Il est comme « maman, réveille-toi ». Puis là, il est comme « voyons, genre, pourquoi il bouge pas ?» Puis là, il va juste s'approcher encore plus, puis il va comme taper le pied de sa mère qui est en dessous des couvertes. Genre, il va juste comme la gosser un peu pour faire du mouvement, puis que là, elle se réveille, là, parce que c'est plus drôle. Puis il y a pas de mouvement. Genre, rien qui se passe. Fait que là, il est comme tabarouette. Fait que là, il s'en va à la hauteur des têtes de ses parents, puis il enlève la couverte juste un peu pour arriver à voir comme sa mère. Et là, c'est là qu'il tombe sur une image épouvantable, énormément terrifiante. Il se rend compte que l'oreiller de sa mère, il est imbibé de sang. Donc, son visage est ensanglanté, puis il y a du sang qui a coulé partout sur l'oreiller. Mais son premier réflexe, à Devon Griffin, 16 ans, c'est de se dire « OK, ma famille me fait un prank pour l'Halloween, là, c'est pas drôle. » Tu sais, lui, il a passé la fin de semaine chez son père, puis là, il revient, puis il y a ça qui se passe. Fait qu'il est comme « Ils me font un prank, là, genre, c'est du maquillage, c'est pas vrai. » Fait que là, il est genre « Maman, voyons, c'est pas drôle, là, nan, nan. »
Puis il la shake un peu, là, il enlève la couverte au complet, il voit que son beau-père, en fait, Bill, lui aussi, il a la face ensanglantée, mais là, c'est pas du maquillage, là. C'est trop. Il y a des limites, là. Puis il se rend compte aussi que, tu sais, je veux dire, il est bien beau, il est à côté d'eux, il crie, tout ça, ils répondent pas, genre, c'est pas un prank. Donc, ça prend comme 2-3 petites secondes à process l'information dans sa tête pour finalement qu'il se rende compte que ses parents sont devant lui, morts. Puis là, il est complètement abasourdi, genre, il comprend pas. Il est comme, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe? Puis son premier réflexe, c'est de sortir de la maison en courant puis de s'en aller à l'extérieur. Parce qu'il comprend pas la vision d'horreur qu'il vient de voir. Probablement qu'il a même pas le temps de réfléchir. Et la première chose qu'il fait en arrivant à l'extérieur, il appelle sa tante. Pourquoi il a pas appelé comme la police directement? Bonne question. Tu sais, il y en a qui pourraient trouver ça louche à ce moment-là de l'histoire. Mais, tu sais, il a 16 ans, son premier réflexe, c'est d'appeler quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qui va le réconforter, il est proche de sa tante. Fait que son premier réflexe, c'est d'appeler sa tante, qui s'appelle Laurie Morse. Et, ben c'est ça. Fait que Laurie, tu sais, elle répond, puis elle dit... OK, là, j'appelle le 911, reste là, puis je m'en viens. Tu sais, elle dit, je m'en viens, t'as bien fait de m'appeler, mais j'appelle le 911, puis reste là, je m'en viens aussi. Lorsque la police arrive, là, je vous mets un petit peu en contexte pour que vous ayez des images. La maison, c'est une maison de campagne. C'est tout le temps ça, on dirait. Il arrive tout le temps des affaires dans les maudites maisons de campagne. J'imaginais ça avant même que tu le dises. Ouais. Tu sais, c'est vraiment spooky. Tu sais, là, on est dans l'après-midi. À ce temps-ci de l'année, le soleil se couche quand même assez tôt. Fait que, tu sais, c'est comme... La scène, là, je te l'explique, il fait quand même noir rapidement après que les policiers soient arrivés. Il y a des banderoles de scènes de crime partout, mais on dirait juste des décorations d'Halloween, limite. Oh my God! Puis, il y a pas de voisins autour. C'est vraiment une maison... complètement tout seul, il n'y a pas de lampadaire, la maison est plongée dans l'obscurité, il y a des banderoles scènes de crime, c'est vraiment terrifiant comme scène. Puis dès que les policiers, tu sais, ils découvrent les corps, les premiers constats qu'ils font, en fait, c'est que, première des choses, Bill, qui est le beau-père, il est dans une position vraiment naturelle que tu serais si tu fais dodo, mettons. Fait que, tu sais, lui, il est vraiment couché de tout son long, il a l'air, genre, reposé, comme s'il avait été tué pendant son sommeil. Tandis que la mère de Devon, Susan, qui est à côté, elle, tu vois qu'elle est pas dans le même genre de position. On dirait quasiment que, mettons, Bill a été tué en premier. Elle, ça l'a réveillée, elle a paniqué, elle a eu le temps de paniquer. Puis le corps aurait été replacé en position couchée, comme si, c'est ça, elle avait le temps de se lever, puis il l'a replacé pour ensuite mettre la couverte par-dessus leur tête, puis quitter. Donc ça, c'est ce que les policiers ils se disent tout de suite. Plus tard, quand on va envoyer les corps en autopsie, le coroner va être capable de dire que Bill, le beau-père, effectivement, il aurait été tué pendant son sommeil parce qu'il y a rien de ses muscles, de tout ça qui aurait été comme contracté. Tu sais, il n'a pas eu le temps de se lever du tout. Puis il aurait été tiré 5 balles au visage. 5. C'est quand même. Et c'est violent, là. Ça a de l'air personnel. Ouais. Puis les coups de fusil sur Bill auraient été faits d'environ 2-3 pieds maximum de distance. Donc vraiment comme collés sur lui. Comme si la personne voulait être sûre de pas le manquer. Là, genre très proche sur son visage. Tu sais, aucune chance de survie. Puis Susan, quant à elle, qui était à côté, elle aurait été tirée de 3 balles à la tête également. Tu sais, le tueur aurait pas changé de position pour la tuer. Fait que un peu plus loin. T'sais, il était comme du côté du lit, probablement, du père. C'est ce que le coroner semble voir de la situation. Le coroner va être capable aussi d'établir que les 2 meurtres y auraient été faits avec une arme, un fusil de calibre 22. Donc, une balle de 22 mm. Moi, je comprends pas exactement. Je connais pas les armes, mais voilà. Puis, dans cette maison-là, il y avait déjà beaucoup d'armes. Probablement parce qu'ils en tenaient avec eux, leurs parents, pour se protéger ou je sais pas. Ouais, aux États-Unis, c'est pas si surprenant, ouais. C'est ça, mais ils ont été capables de dire que l'arme qui avait été utilisée pour le meurtre faisait pas partie de la collection des Liskey. Donc, c'est pas une arme qui aurait été prise comme dans la maison. C'est une arme qui aurait été amenée de l'extérieur. Bref, pendant que les policiers y trouvent les 2 corps,
Je vous explique la scène. Les policiers sont à l'intérieur, ils analysent le tout, ils sécurisent la scène de crime. Pendant ce temps-là, Devon, il est avec sa tante Laurie à l'extérieur, puis il est toujours complètement sous le choc. Il a pas été capable de re-rentrer dans la maison. Tu sais, il vient de tomber sur sa mère décédée, là. C'est quand même quelque chose, tu sais. Fait que, bref, il est complètement sous le choc. Sauf que là, ce que les policiers se demandent, c'est, première des choses, il est où Derek? Parce que Devon, il dit qu'il y a un frère qui s'appelle Derek, qui habite à la maison aussi. Il est un peu plus vieux que lui. Je pense qu'il a comme 23 ans à l'époque ou quelque chose comme ça. Puis, il y a aussi son demi-frère, William B.J. Liskey. Ouais, je me demandais, il était où aussi? Ouais, c'est le fils de Bill Liskey. Mm-hmm. Donc, ils ont le même prénom, là. Les deux s'appellent William Junior, tout ça. Ouais. Fait que là, il manque ces deux personnes-là, puis Devon, il est capable de dire assez rapidement que Derek, c'est bizarre qu'il soit pas là parce que, il habite avec eux. Puis William B.J., c'est normal qu'il soit pas là parce que il habitait plus avec la famille depuis plusieurs années. Il était dans un centre pour personnes avec des troubles psychotiques, des troubles mentaux, un centre jeunesse, en fait. Fait que c'était normal que... Tu sais, s'il est plus dans la maison, c'est parce qu'il est retourné au centre. Sauf que là, Devon, il est capable de dire, par contre, tu sais, je l'ai vu ce matin, rapidement, là, mais quand que j'allais à l'église, rapido presto, je l'ai comme croisé vite dans la maison. Fait qu'il a comme été là ce matin, mais, tu sais, ça se peut qu'il soit plus là parce qu'il est retourné au centre. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc là, les policiers, ils vont continuer à chercher dans la maison parce que... C'est oui, le meurtre des parents a été signalé, mais il y a peut-être d'autres choses qui se cachent dans la maison. Donc, ils vont continuer à chercher, puis c'est vraiment rapidement qu'ils vont tomber sur une des chambres à l'étage, sur une porte fermée, en fait. Donc, t'avais la chambre de Devon, qui, elle, était grande ouverte parce qu'il venait de sortir de sa chambre avant d'appeler la police et tout. Mais il y a une autre chambre, qui est la chambre de Derek Griffin, son plus grand frère, puis la porte est fermée. Ils vont essayer de l'ouvrir, la porte est verrouillée de l'intérieur. Donc là, ils sont comme, OK, ça c'est bizarre, ça va pas prendre très longtemps qu'ils vont réussir à défoncer la porte. Puis quand ils vont arriver dans la chambre, ils vont remarquer que Derek est couché en position fétale sur son lit, la face contre le mur. Donc, il voit comme de dos en position fétale. C'est en s'approchant qu'ils vont réaliser que son visage est complètement ensanglanté, lui aussi. Il y a une terrible blessure à la tête, donc il y a du sang qui a coulé partout, il s'est vidé de son sang. Puis, même chose pour lui, son corps va être envoyé éventuellement en autopsie, puis le coroner, lui, ce qu'il va dire sur le corps du jeune Derek, c'est que la mort serait causée par un coup fatal à la tête. Donc, il se serait fait frapper avec un objet qui est déterminé plus tard comme étant un marteau. Il va avoir été frappé tellement fort qu'un seul coup de marteau à la tête va l'avoir tué. Ben voyons! Mais pourquoi il était barré de l'intérieur? C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi la chambre des parents était pas barrée, mais celle-là, elle l'était. J'ai comme... Peut-être parce qu'elle était au 2e étage, direct à côté de la chambre de Devon, puis que le tueur, je sais pas, il voulait pas qu'il... Je sais pas. Honnêtement, bonne question. Mais barré de l'intérieur, ça veut dire que le tueur, il est sorti par la fenêtre, genre? Ben non, mais tu sais, des fois, mettons, genre, je pourrais live aller dans ma salle de bain, barrer la porte, fermer la porte, puis là, je serais pris, tu comprends? OK. Fait que, tu sais, peut-être que le tueur, étant donné que la chambre de Derek était à côté de celle de Devon en haut, il aurait barré celle-là pour pas que Devon tombe dessus, mettons. Puis la chambre des parents était en bas au rez-de-chaussée un peu plus loin, fait qu'il y avait comme moins de chances qu'il tombe dessus tout de suite. Je sais pas. C'est une hypothèse, là, parce que c'est pas vraiment expliqué pourquoi la porte était barrée. Je comprends. OK. Là, on se demande... la seule personne qui manque, à part Devon qui pleure à l'extérieur, toujours sous le choc, c'est William B.J. Liskey. Et puis là, on sait qu'il est plus censé habiter là, il est censé être au centre psychiatrique pour jeunes délinquants. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Là, les policiers commencent tout de suite à se mettre en mouvement. Ils sont genre, tu sais, faut le trouver. Il faut le trouver. Avant que je me lance dans qu'est-ce qui s'est passé réellement cette journée-là, je vais juste te parler un peu plus de William B.J., puis je vais l'appeler juste B.J. à partir de maintenant.
Donc, BJ, lors de cet événement, il a 24 ans. Puis, il a vraiment pas eu la vie facile dans les dernières années. Dans le fond, tout aurait techniquement commencé lors du divorce de ses parents. Donc, techniquement, il paraît qu'avant ça, c'était un jeune enfant bien normal, là, qui n'a rien à signaler, il n'y a pas de comportement problématique, tout va bien. Sauf que lorsque son père, Bill, il aurait demandé en divorce sa mère, ben, BJ, il l'aurait vraiment pas pris. Puis c'est là qu'il y aurait comme une switch qui a comme tourné dans son cerveau, puis il serait devenu un peu agressif. Il aurait gardé comme une haine en dedans de lui, une frustration qui s'accumule depuis des années, en tout cas. C'est pas la première fois qu'on entend ça chez les assassins, que c'est un divorce de leurs parents qui a déclenché un peu... C'est surprenant parce que à première vue, ça a pas l'air d'être le pire trauma, déclencheur non, de... C'est triste, mais c'est pas si dramatique, normalement, un divorce. Mais il me semble que ça fait quelques épisodes que c'est ça, un peu, la source. Vrai. Ben, tu sais, c'est un événement qui peut être traumatisant. Peut-être pas pour tout le monde. Il y a tellement de gens que leurs parents sont divorcés que leur vie a pas tourné au cauchemar, là, du tout, là. Mais bref, ça reste un événement traumatisant, puis pour lui, ben, je sais pas, il l'a pas pris, puis il y a quelque chose qui a comme switché dans sa tête, puis il s'est mis à être en colère après l'univers, mettons. Donc, c'est ça. Il commence à avoir des troubles de comportement. Il commence à skipper des cours à l'école. Il est violent avec les autres élèves. Il est comme vraiment, là, genre, jour et la nuit, là, il change complètement, puis il est comme plus vivable. Puis là, l'affaire, c'est que son père, justement, il va rencontrer Susan, éventuellement. Et il va se remarier une deuxième fois, cette fois-ci avec Susan, qui va maintenant porter le nom de Susan Liskey. Puis là, c'est comme le bout de la merde pour BJ, il va vraiment pas le prendre. Déjà qu'il était comme en colère après son père d'avoir demandé en divorce sa mère, ben là, qu'il se remarie une autre fois, il le prend pas. Puis sa belle-mère, sa nouvelle belle-mère, clairement, il veut pas l'appeler comme ça, ben, elle a déjà 2 enfants. Donc là, ça amène comme à agrandir la famille, ça amène des complications. Il est rendu avec 2 nouveaux frères qui sont comme déjà plus vieux, puis il a pas envie de vivre ça. Fait que sa colère qui était envers son père est rendue comme envers le monde entier, surtout envers sa famille. Puis là, c'est ça. Tu sais, Susan, elle va juste essayer d'être une bonne belle-mère pour BJ, puis de continuer à être une bonne mère pour ses 2 fils, Devon et Derek. Fait qu'elle va essayer de comme trouver une façon de rendre le climat dans la maison plus agréable. Sauf que dès qu'elle va essayer de mettre ses petites règles, ses petites façons de faire dans la maison, ben BJ, il va jamais l'écouter, il va péter des crises, il voudra rien savoir. Genre vraiment là, il mène la vie dure, tu sais, il veut rien savoir de Susan. En 2002, Bill, le père biologique de BJ, il va devoir appeler la police parce que BJ, il aurait menacé comme toute sa famille d'aller se procurer une arme puis de toutes les attaquer. Puis il aurait tellement eu peur de cette menace-là qu'il aurait appelé la police parce qu'il aurait dit là, mon gars, il est incontrôlable. Genre, il est comme pas capable de se recentrer, là, ça fonctionne pas. Il aurait été amené au poste de police, puis il aurait été poursuivi comme au juvie, là, genre la cour pour les jeunes délinquants. Puis, ben ça, on s'en attend un peu, mais tu sais, ça reste que, ben, c'est son père, tu sais. Bill, il est comme, c'est mon fils. Fait que même si sur le coup, il poursuit son fils dans un procès juvénile, eh bien, ça prendra pas très longtemps qu'il va abandonner la poursuite parce qu'il va se dire « c'est mon fils », puis il a juste mal réagi, puis on va travailler là-dessus, puis on va le ramener à la maison, puis ça va bien aller. Fait qu'il le ramène à la maison, puis ça doit être vraiment tough, tu sais, parce que c'est vrai que c'est son fils, puis il doit comme se sentir coupable d'y avoir fait subir un divorce, puis là, un autre mariage, mais il essaie quand même de faire le mieux qu'il peut, tu sais, pour bien l'élever, puis lui faire passer des moments de qualité, t'sais, l'empêcher justement d'aller en prison ou faire des travaux communautaires, peu importe, t'sais, il essaye de le ramener à la maison puis de trouver des solutions. En octobre 2004, pas très longtemps après,
BJ aurait eu une chicane avec sa belle-mère Susan, puis ça serait devenu physique. La chicane, elle aurait été plus loin qu'à l'habitude, puis il aurait commencé à essayer de frapper sa belle-mère. À ce moment-là, eh bien, encore une fois, Bill, il appelle la police, puis là, les deux, Bill et Susan, ils poursuivent encore une fois BJ, parce que cette fois-là, il l'a vraiment attaqué, il a été violent, puis il aurait lancé une tasse à café au visage, puis il aurait volé ses clés de voiture pour partir avec la voiture de Susan. Fait que là, ils sont comme là, c'est comme too much. Fait qu'encore une fois, il l'amène en cours. Il y a quel âge environ à ce moment-là? Là, en 2004, il y a 18 ans, à peu près, où il est sur le bord de l'avoir. Ouais, c'est ça, j'allais le dire tout de suite après, mais ouais. Mais tu sais, ses problèmes ont commencé comme en 2002, là, genre... À 2001, 16 ans environ. En tout cas. Ouais, à peu près. OK. Mais là, c'est ça. Comme je vous l'ai dit plus tôt, eh bien, Bill, c'est bien beau au début, au coup de la colère, il poursuit son fils, sauf que ça prend pas beaucoup de temps, qui rechange encore d'idée et qui abandonne la poursuite. Pendant la même année, donc toujours en 2004, BJ a maintenant 18 ans, il arrive un autre incident qui est plus grave que le précédent. Donc là, ce qui se passe, c'est que BJ décide d'attaquer sa belle-mère, encore une fois, sauf que cette fois-ci, même pas lors d'un contexte de chicane. Sa belle-mère est dans la douche, sous la douche, probablement les yeux fermés en train de se laver les cheveux. Là. Puis il fait juste rentrer dans la salle de bain, puis il essaye de l'attaquer gratuitement, là, sans qu'elle ait fait rien pantoute. Là. Genre, il se passe rien du tout, puis il l'attaque. Hey, ça doit tellement faire peur. T'habites avec cet enfant-là. C'est ça, puis elle... Il veut te tuer, clairement. Genre. C'est ça, puis tu sais, Susan, c'est sûr qu'elle essayait quand même qu'il l'aime, là, tu sais. Elle, Ben c'est oui. son nouveau mariage, c'est son nouveau mari. Je pense que c'était une bonne mère, puis elle essaye juste de l'inclure, mais en même temps, elle doit se dire comme, pour vrai, Bill, ton fils, je suis plus capable, j'ai peur, là. J'ai peur de vivre dans ma propre maison, là. C'est sûr. C'est ça. Fait que c'est ça. Bref, il est rien arrivé de très grave. Tu sais, elle a pas été blessée. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Sauf que là, elle dit, moi, pour vrai, je peux plus. Genre, elle dit, Bill, je suis plus capable. Je peux pas accepter comme de vivre avec quelqu'un qui me menace de même tout le temps. Avec raison, là. Ouais. Donc, Bill, il décide officiellement de mettre à la porte BJ. Il dit, garde, t'as 18 ans, t'es capable, tu vas être capable de te remettre sur pied, tout ça, mais là, ça va pas. Puis, il s'en va le porter, en fait, dans une maison d'accueil. Tu sais, il le met pas à la rue, là. Il s'en va le mettre dans une maison d'accueil pour jeunes patients qui souffrent de troubles mentaux. Parce que, clairement, il y a un énorme problème d'agressivité et peut-être potentiellement plein d'autres choses, on le sait pas. Fait qu'il se dit... Tu sais, il le met pas à la rue, il va juste le porter dans un endroit qui va lui amener de l'aide, tu sais, et du soutien. C'est ça. Parce que là, il remarque que sa condition, elle fait juste empirer de jour en jour, puis à chaque fois, il arrive quelque chose d'encore pire, fait qu'il veut pas que ça dégénère, tu sais, il veut pas que ça se rende au point où ce que vraiment Susan est blessée ou les autres enfants, fait que il est comme là, faut intervenir. Dès l'arrivée, en fait, de BJ au centre pour jeunes, la police va devoir se pointer 3 fois parce que il est agressif envers des instructeurs, des intervenants, des gens qui travaillent là-bas. Puis, à un moment donné, même son père, il venait le chercher pour une journée, genre, parce qu'il avait le droit à certaines sorties accompagnées de son père. Il venait le chercher, puis il l'aurait attaqué, carrément. Genre, il aurait essayé de s'en prendre à son père là-bas. Fait que bref, la police se pointe plusieurs fois, puis même au centre, ça va pas. Avec les comportements violents que BJ a avec sa famille, puis en général, l'énorme agressivité qui entre dans lui, ben c'est facile, un coup qu'on sait ça, de se dire comme 1 + 1 = 2, là, genre, clairement, il y a quelque chose à voir dans l'histoire, là. Tu sais, c'est le seul qui est pas là. Oui, on aurait peut-être pu penser à Devon, étant donné qu'il est survivant dans l'histoire, mais avec BJ dans l'équation, ben, il y a beaucoup de chances qu'il y ait quelque chose à voir là-dedans. Puis le fait que Devon l'ait croisé ce matin-là, alors qu'il n'est plus censé habiter dans la maison depuis longtemps, une des règles très strictes du centre, c'est qu'il n'a pas le droit de découcher, donc il n'a pas le droit d'aller dormir ailleurs, là. Il pourrait passer une journée complète avec son père, mais il devrait revenir dormir au centre. Fait que pour qu'il soit
tout seul, aperçu rapidement dans la maison à 9h30 le matin, ça laisse croire qu'il était pas dans les règles. Donc, les polices, ils se rappellent de ça rapidement, là. Ils sont comme, tu l'as vu ce matin, comment ça, il était là? Oh non, je commence à comprendre ce qui s'est passé. Ouais. Je vais juste vous parler aussi d'un voisin de la famille Liskey, donc de Bill Liskey et tout ça, qui s'appelle Mark, donc Marc, et qui lui aussi, comme Devon, a pu témoigner en fait des comportements violents que BJ avait, parce que c'était un très bon ami à Bill. T'sais, il était pas juste voisin, il était quand même pote. Puis Bill, quand il avait des problèmes avec BJ, ben souvent, il appelait Mark, puis il disait « Veux-tu venir m'aider? » Parce que ça reste quand même un jeune de 16-18 ans, mais tu sais, il y en a dedans, là, genre. Puis des fois, quand il faisait des crises, ben il était assez dur à maîtriser puis à contrôler, fait qu'il appelait Mark, puis il venait souvent l'aider pour gérer les crises de colère de son fils. Donc, c'est comme quelqu'un d'autre qui pouvait témoigner qu'il l'avait vu, il savait que ça allait pas bien pantoute, puis voilà. Puis Mark, il va même dire, en fait, pendant son témoignage, que il soupçonnait BJ de s'en prendre aux animaux du quartier. Parce qu'il trouvait souvent, puis ça c'est un autre petit classique, mais il trouvait souvent des animaux qui avaient été tués puis qui avaient été torturés. Puis il soupçonnait même en fait que BJ s'en était pris à son propre animal de compagnie. C'est pas vraiment dit dans l'histoire c'était quoi son animal de compagnie, mais Mark il dit qu'il a jamais voulu le dire à Bill, qui soupçonnait que c'est BJ qui ait fait en sorte que... Parce que son animal est comme disparu. Puis il soupçonne que c'est BJ, sauf qu'il l'a jamais dit à Bill parce qu'il voulait pas l'inquiéter davantage. Sauf que maintenant qu'il y repense, il est comme... Ouais, tu sais, il me faisait peur, là, ce gars-là. Il aurait dû le dire, finalement. En même temps, ça l'aurait peut-être Ouais. pas empêché de... Non, c'est ça. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Personne tue des animaux, puis après ça devient Mais non. un super héros, super gentil, qui sauve le monde. Non, vraiment pas. En 2006, là, j'imagine selon les calculs qu'il est rendu à 20 ans à peu près, Bill, le père de BJ, il aurait signé un papier en fait pour devenir le tuteur légal de BJ parce que BJ aurait été hospitalisé. Il aurait dû comme quitter le centre pour être vraiment hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pour troubles schizophréniques et troubles de bipolarité sévère. Donc, ces troubles d'agressivité, tout ça, c'est comme rendu plus loin. Là, on le diagnostise. On lui pose un diagnostic de troubles schizophréniques et bipolaires. Donc, il est hospitalisé, puis on considère qu'il est comme plus capable de s'occuper de lui-même à partir de maintenant. Donc, tu sais, même s'il approche sa majorité, donc 21 ans, ben, il sera pas capable de juste comme retourner en société et tout. Puis à 21 ans, il a le droit de faire ce qu'il veut. Fait que Bill, il signe un contrat pour devenir son tuteur, pour s'assurer qu'il va s'occuper de lui, tu sais, puis qu'il va s'assurer qu'il fasse de mal à personne. Pendant tout le temps qu'il est hospitalisé, ben Bill, il va souvent rendre visite à son fils pour lui montrer qu'il est là pour lui, tu sais, qu'il l'aime, qu'il est aimé en général, puis que ça va bien aller, puis qu'il va être là le temps de ses traitements, puis tout ça. Tu sais, il est vraiment comme un bon père, là. Il essaye de s'occuper de lui du mieux qu'il peut. Puis ça va comme un peu aider sa situation. Là, je sais pas si c'est le fait que son père, il l'abandonne pas, là, mais tu sais, il va quand même réussir à sortir de l'hôpital et à retourner au centre, pas à la maison, on s'entend, mais au centre pour patients de troubles mentaux. Ouais, il était bien entouré. Ouais. Puis là, tu sais, au moins au centre, il est avec d'autres gens qui sont comme lui. Puis ça lui permet d'avoir des visites. Donc, de temps en temps, il peut avoir des visites de sa famille, puis aussi, il peut avoir des sorties. On s'entend qu'il y a encore la règle très stricte de revenir dormir à tous les soirs au centre, mais il peut quand même faire des activités avec sa famille, puis c'est quand même cool. Le matin du 30 octobre 2010, donc la veille des événements, c'est justement cette petite permission-là que BJ a pu avoir. Donc, Bill, il serait allé le chercher tôt le matin pour l'amener en fait à la chasse parce que la famille avait un petit chalet, genre une petite cabine dans les bois pour aller à la chasse et c'était une activité qu'il aimait faire avec son fils à l'époque. Fait que lui, il voulait juste passer une petite journée père-fils, personne d'autre, juste pour comme reconnecter puis avoir du fun. Puis ça s'est super bien passé.
Genre, c'est ce qu'on a entendu, puis j'arrive, là, mais la journée de chasse se serait super bien passée, même que après leur journée, ils se seraient dit comme « Ah, tu sais, qu'est-ce que t'en penses qu'à la place d'aller te reporter au centre tout de suite, on s'en va à la maison, on fait un souper avec des amis, tu sais, juste les voisins, nos petits amis proches, puis tu viens. Qu'est-ce que t'en penses? » Puis BJ accepte. Donc, il retourne à la maison, passe un souper en famille, puis il y a le voisin, justement, Mark, qui est là. Donc, c'est lui qui va pouvoir témoigner de tout ça. Mark, il va justement dire que BJ avait l'air d'aller vraiment bien. Genre, il était étrangement calme, il avait l'air heureux, il avait passé une belle journée à la chasse avec son père, puis là, il avait l'air d'être content d'être là. Fait qu'il dit, honnêtement, je l'ai trouvé quand même cool. Genre, il était... Tu sais, même s'il connaissait ses troubles d'agressivité, ben, tu sais, lui, il se dit, il est dans un hôpital psychiatrique depuis, comme, des années, il est dans un centre, il avait vraiment l'air bien. Il dit qu'il avait rien à signaler, il avait l'air heureux, cette soirée-là. C'est encore plus creepy, on dirait, Ouais. parce qu'on sait ce qui s'en vient, là. C'est ça. Donc là, l'affaire, c'est que la soirée se passe bien. Bill, il est sûrement tellement content que son fils, il s'intègre dans la famille, qu'ils ont passé une belle journée ensemble. Puis il se laisse emporter par ses émotions, il fait juste comme boire, puis enjoy sa soirée. Sauf que quand vient le temps d'aller porter son fils au centre, ben il a un peu trop bu, puis c'est sûr qu'il aurait pu y appeler un taxi ou genre demander à quelqu'un de venir le porter ou whatever. Mais il s'est dit, garde, j'ai un peu bu, on est fatigué, il est tard. Si tu veux, je peux aller te porter au centre demain matin, première heure, tu sais, puis ils vont pas s'en rendre compte, là. Genre, je vais leur parler, tu sais. Je vais leur dire que on a eu une petite soirée, puis que j'ai pas pu aller te porter, fait que ils vont comprendre, tu sais. Puis là, BJ, il faut le content, fait que son père, il dit, garde, on va faire ça, je vais te faire un petit lit sur le divan, puis demain matin, on se fait un petit déjeuner vite en famille, puis après ça, je m'en vais te porter. Je leur expliquerai. Tu vas pas te faire chicaner, tu sais. Mais c'est ça. J'imagine que là... Vous comprenez qu'est-ce qui va se passer. Mais le matin du 31 octobre, quand Devon va passer à 9h30 et qu'il va apercevoir BJ super rapidement, ben c'est vraiment quand il va partir vers l'église. Tu sais, il va juste le voir vite, puis il s'en va vers l'église. Ben c'est à ce moment-là que BJ va prendre l'auto de son père, donc la Ford F-150, et il va se rendre au petit chalet dans le bois qui avait été la veille, donc à la petite cabine de chasse. Sur sa route vers la petite cabine de chasse, il va arrêter au Subway, le plus proche de la maison, pour se prendre un petit sandwich, et il va se rendre au chalet. Pourquoi je te dis ça? C'est que éventuellement dans la cabine, dans le petit chalet, on va trouver le sandwich Subway en question. On va se rendre compte qu'il n'a pas été mangé et on va être capable de retracer avec les Subway des environs lequel il serait allé parce qu'on va trouver sur des caméras de surveillance qu'il serait bel et bien allé s'acheter un Subway. Donc, on voit comme son parcours à cause de ça. Sauf que là, je retourne à la découverte du corps des 3 victimes. C'est vraiment quand les policiers y ont entendu parler de toute cette histoire-là, de la veille, du fait qu'il était allé chasser avec son père, qu'il était resté pour souper. Tu sais, Devon, il était pas là, lui, parce qu'il était chez son père. Mais Derek, Susan, tout ça, tu sais, ils ont participé au souper, le voisin était là, tout ça. Puis là, quand les policiers vont entendre ça, ils vont dire « Hey, où cette cabine-là? » Genre, Devon, dis-moi, il est où ce chalet-là? C'est sûr qu'il est là-bas, tu sais, c'est sûr qu'il est là-bas. Ouais. Il est pas retourné au centre, il est nulle part, nowhere to be found, c'est sûr qu'il est allé là-bas. Puis thank God qu'ils ont pensé à ça. Ils ont envoyé une patrouille. Les policiers, ils rentrent dans le camp. Ils trouvent BJ à l'intérieur, comme il l'avait pensé. Là. C'était sûr qu'il allait être là. Donc, il était comme caché. Il espérait probablement pas retourner nulle part, puis juste s'enfuir. Puis ça veut donc dire que quand Devon y est passé le matin là, à 9h30, puis que avec l'heure qu'ils ont vu les caméras de surveillance du Subway, tout ça, l'heure qui est partie avec le Ford F-150, ben ça veut dire que quand Devon y est passé puis qu'il est allé chercher ses trucs dans sa chambre, ben les meurtres avaient déjà été faits, tôt dans le matin. Donc, c'est ça que j'avais réalisé tantôt. J'étais comme, mon Dieu, toute sa famille était morte. Ouais. Devon, il va dire que quand il a aperçu une microseconde son demi-frère BJ ce matin-là, il avait l'air plus heureux qu'à l'habitude.
C'est tout ce qu'il va pouvoir dire. Parce que lui, il était pas là au souper la veille, là, quand BJ allait soudainement bien, puis il était comme calme. Fait que lui, il fait juste dire... Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait l'air étrangement heureux. Ben oui, il est heureux parce qu'il vient de se venger, puis d'enfin tuer les gens qu'il rêvait de tuer, on dirait. Ouais. Puis, je veux juste rappeler là, les coups de fusil, mettons, pour ses parents. Tu sais, pourquoi il aurait tué son père en premier, puis aussi proche de sa face? Probablement parce que son père, il l'aimait vraiment, puis il voulait pas qu'il souffre, mais il voulait quand même qu'il meure. Fait qu'il aurait voulu qu'il meure sans aucune souffrance, fait que c'est lui qui aurait tué en premier. Puis probablement que Susan, étant à côté, il voulait être sûr qu'elle panique, tu sais, parce qu'elle, il l'aimait pas, puis il voulait qu'elle souffre. Fait qu'elle a eu le temps de se réveiller, elle a eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, de voir son mari décédé, puis il l'aurait tué ensuite. Fait que ça ferait quand même du sens avec l'histoire qu'on connaît. Ouais. Donc, William B.J. Liskey fut arrêté pour le meurtre, pour les 3 meurtres, en fait, des membres de sa famille. Il va plaider coupable aux 3 accusations qui ont été portées contre lui et il va recevoir une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Il va dire en cours, en fait, il va tout avouer, là, il va tout confesser. Il va dire qu'il a aucune idée, par contre, pourquoi il a fait ça, mais qu'il l'a juste fait. Clairement, c'était un petit garçon brisé, super malade, qui aurait dû être dans un hôpital encore, probablement, encore pour un bout. Et malheureusement, puis là, c'est pour ça que je dis malheureusement, parce que moi, je trouve ça quand même triste que BJ, il était en détresse, là. Clairement, il y a comme un switch qu'il a eu dans sa tête, il est devenu méchant, il arrivait même pas à comprendre qui il était, tu sais, il comprenait pas, mais on dirait qu'il était plus là, là. Genre, clairement, il y allait pas bien, puis il fallait qu'il y ait des soins, puis son père, il a comme tout fait pour essayer de lui en donner, tu sais, mais... Oui, c'est ça le pire, c'est que... Ça n'a pas fonctionné. Il a pas été laissé à lui-même, son père, il a tout fait ce qu'il fallait faire. Ça a juste fallu qu'il suive pas les règles une soirée pour que ça arrive, tu sais. Puis tu y penses pas, là, sur le coup... T'es comme, qu'est-ce qui peut arriver? Là, on a soupé, on a eu du fun, il veut juste dormir sur le divan. Impossible qu'il m'attaque, il est tellement de bonne humeur. Ben, c'est ça. Imprévisible. C'est la maladie mentale, là. Ouais. Puis, tu sais, il était allé à la chasse, fait que peut-être qu'il avait comme ramené une arme de là, fait que donc c'était prémédité. C'est comme pas clair, mais tout ça pour dire que malheureusement, heureusement, je sais pas comment vous voyez l'histoire, mais ça prendra vraiment pas longtemps. BJ, il va se faire envoyer en prison et il va s'enlever la vie en 2015, donc il avait seulement 29 ans. Il avait 24 ans au moment des meurtres. Et là, il avait 29 ans et il s'est enlevé la vie. Donc, c'était mon histoire spooky. C'est tout. Tu sais, c'est sûr que là, c'est ça. On fait 2 petites histoires, fait que je suis pas allée autant dans les détails que j'y aurais été normalement. J'ai pas parlé du procès, j'ai pas parlé de toutes les preuves accumulées contre lui, toutes les... Mais j'ai dit les grandes lignes. C'était ça, mon histoire. Ouais, c'est un autre format. Hey, mais... Oh, c'est triste, mon Dieu. Puis même c'est pas... vraiment triste. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais... Ouais, probablement une décision. Que s'il avait été le porté ce soir-là, puis qu'il avait tout le temps suivi les règles, peut-être que, justement, tu sais, là, il y aurait eu les traitements qu'il faut, blablabla. Oh, 2 semaines plus tard, une autre sortie, ça se passe bien, il va le porter après, bla, tout est beau. Mais j'ai l'impression qu'il était vraiment malade, puis ça pouvait pas... Tu sais, il peut pas revenir en arrière, là. Je veux dire, quand t'es schizophrène ou bipolaire, malheureusement, il faut que tu prennes des médicaments jusqu'à la fin de ta vie, puis c'est souvent des troubles aussi mentaux que, dans ta tête, tu te dis que tu vas mieux, fait que tu dois arrêter de prendre tes médicaments, puis là, ça recommence. Fait qu'on dirait que c'est comme un cercle sans fin. Mais j'ai comme l'impression que c'est vraiment juste parce que une fois, il a fait comme « Hey, reste donc ». Il a comme oublié que son fils était vraiment malade, là, puis il voyait même plus de quoi il en était capable parce que, tu sais, il l'aime, puis c'est une belle journée aujourd'hui. Mais il était aveuglé vraiment par, malade. Il était aveuglé par une belle journée, ça a bien passé. C'est ça. Faut faire attention. Puis, tu sais, Devin, il a été chanceux ou non, là, c'est dur à dire, là, dans le sens que lui... Toute sa famille. Toute sa famille. C'est Dans le le seul. sens qu'il a survécu,
mais juste parce qu'il était pas là. Tu sais, puis il l'a vu, il l'a croisé le matin, puis là, je regardais comme sur Internet, puis tout, puis tu sais, les gens, ils parlent, puis ils disent genre... tu sais, pourquoi il l'a pas tué, Devin, tant qu'à le voir ce matin-là? Mais tu sais, vu qu'il s'en allait à l'église, puis qu'il était très rapide, le trait de passage, probablement qu'il l'a pris de court aussi, parce qu'il pensait peut-être pas le croiser. Peut-être juste que son élan de colère était passé, puis il avait plus envie de tuer quelqu'un. Puis il était juste bien. Juste genre, OK, bon, ben, je dois y aller, bye. Ouais. Mais ce que je trouve curieux, c'est... Il est quand même allé se cacher dans la cabine de pêche. Ben, il a peut-être eu peur, là. Il a peut-être comme eu un élan de lucidité, puis il a compris qu'il était dans la merde, puis il s'est dit, faut que je m'en aille. Tu sais, il a vu Devin vite. Il était dans la maison encore. Est-ce que ça venait vraiment juste d'arriver à la seconde ou ça faisait 1 heure puis il chillait puis il savait comme pas trop ce qu'il faisait? Genre, c'est comme dur à dire, là, dans les heures qui suivent, mais... Donc, c'était ça, ma petite histoire spooky. C'est pas vraiment relié à l'Halloween, là. C'est pas comme... il passait l'Halloween chercher des bonbons, mais c'est la même journée, c'est ça. Ben oui, on s'était juste dit qu'il faut raconter une histoire du 31. Et c'est une histoire du 31. Puis on va mettre des photos, là, quand même si c'est 2 histoires. Puis, tu sais, la maison, tout est glauque, là, parce que, tu sais, c'est dans le noir, une petite maison de campagne, les affaires de scènes de crime. Quand tu sais que ça se passe l'Halloween, tu penses juste que c'est des décorations, mais c'est, en tout cas. Mm-hmm. Fait que voilà. Ben, merci. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. C'est court. Ça se peut que vous me dites, genre, il manque des détails, mais je le sais. C'était vraiment pour plus raconter les grandes lignes. Un épisode surprise, hein? C'est un épisode bonus. Ben oui. Et là, c'est à mon tour. Oui, c'est à toi de raconter. J'ai hâte de savoir. Moi, elle est vraiment courte. Je pense que ça va être encore plus court que toi. OK. Puis... J'ai cherché plus d'informations, mais c'est pas que j'ai coupé, là, il y avait juste ça. C'est vraiment pas une histoire super connue, donc j'y vais. On est le 31 octobre, évidemment, mais en 2009, un an avant toi. Ça se passe à Sutton, dans le sud de Londres, en Angleterre. Nos protagonistes d'aujourd'hui sont Ben Gardner, 30 ans, qui est avec sa blonde Alana Devine, qui elle a 28 ans. Puis les deux, ils sortent faire la fête dans un club en cette belle soirée d'Halloween pour célébrer Halloween, oui, mais aussi pour célébrer l'anniversaire d'Alana. Je pense qu'il venait juste d'avoir 28 ans ou ça s'approchait, mais il fêtait 2 occasions cette soirée-là. Ben, il est décrit comme un homme brillant, c'est un expert en informatique pour la firme d'assurance Legal & General. On dit que c'est un jeune homme d'exception, d'un caractère, d'un charme, d'une gentillesse et d'une compétence hors du commun. On dit qu'il reste loin du conflit et de la provocation, un homme super gentil. Ben, il est déguisé en vampire cette soirée-là. Il est habillé avec un manteau de cuir, une chemise blanche en dessous, il y a des fausses dents. Alana, elle, est déguisée en pirate un peu chic. Elle a une perruque noire puis un beau chapeau de pirate, là, puis elle est comme habillée en dentelle. Pas Jack Sparrow, là, une belle femme pirate. Puis leur soirée se déroule super bien. Ils ont du fun dans le club et tout, et rendus aux petites heures du matin, comme toute bonne fin de soirée, ils ont faim. Fait qu'ils arrêtent à un restaurant de kebab. Alana, elle attend Ben dehors, parce que lui, il est en train de commander en dedans. Et en attendant dehors, à un moment donné, elle se fait enlever son chapeau puis sa perruque. Elle s'est fait arracher de la tête. C'est des gossous un peu plus loin, puis elle s'en fout un peu, mais c'est son costume, tu sais, elle est quand même un peu fru. Elle est pas sûre si c'est les 3 jeunes hommes que je vais vous parler dans quelques instants qui lui ont enlevé son chapeau, ou juste d'autres mondes. Il y avait plein de gens, là, c'est une fin de soirée dans un resto, et tout le monde va à la même place, bref. Mais, pas loin d'elle, il y a 3 jeunes garçons. Leur nom, Daniel Ransom, 21 ans, Ross Collender, 21 ans aussi, et Jordan Dixon, 18 ans. Alana est un peu saoule, mais fin de soirée, elle est juste fatiguée, elle est tannée. Au moins, elle se dit « Ah, j'ai plus besoin de mon costume, j'allais rentrer chez nous », mais elle est quand même offusquée. Tu sais, c'est « Pourquoi tu m'arraches mon costume de la tête? Je t'ai rien fait. » Oui.
pour qu'ils se prennent ces petits jeunes-là. Et je la comprends. Fait que là, elle fait juste leur dire « Je peux-tu revoir mon chapeau, s'il te plaît? » Un peu fâchée, mais... Elle fait juste dire ça. Puis là, les 3 gars, ils la regardent, puis ils font juste la niaiser, puis se moquer d'elle, ils partent à rire, puis ils la ridiculisent. Là, Alana est genre « Ok, c'est beau, j'ai compris le message. » Et au même moment, Ben, il sort du resto. Et lui, il s'est rendu compte de rien. Il va rejoindre sa blonde, puis les deux, ils marchent avec leur kebab quelques instants. Là, ils font juste tourner le coin de rue, à peine. Puis c'est là que Alana, elle lui raconte que 3 petits gars lui ont volé son chapeau et sa perruque. Là, Ben, il est fâché. Il se dit « Hey, ça se fait pas. Je vais aller leur demander qu'ils leur donnent. » Fait que là, il rebrousse chemin. Vraiment pas loin, ils refont le coin de rue et ils retournent au resto de kebab. Alana est un peu en retraite, un peu nerveuse, elle veut pas de confrontation, mais elle entend les gars la traiter au loin de Big Fat Moose pendant que Ben y revient avec sa perruque. Il y a pas le chapeau, mais il y a la perruque. Je sais pas, qui a traîné à terre quelque part. Fait que là, Alana est genre, voyons, de quoi, là? Je vous ai rien fait. Pourquoi vous me traitez de Big Fat Moose? Non, ouais, des petits bullies, là. Vraiment. Fait que là, elle s'approche d'un des gars, puis elle dit, « Hey, c'est quoi ton problème? » Et là, le plus jeune des 3, Jordan Dixon, il lui frappe d'en face. Mais voyons. À Alana. Ouais. Puis là, Alana, tu sais, est craquée, là. Puis elle est comme, « Oh, hey, t'es un grand garçon, hein, de frapper une femme comme ça. Wow, grand garçon. » Tu sais, elle commence un peu à dire, franchement, là, que tu frappes une fille de même pour aucune raison. Et là, les 3 gars sont en train de se pomper, là. Ils se craignent que la tension monte. Ils ont comme envie de se battre, là. Puis ils cherchaient n'importe quelle excuse. Là, Ben, il se place entre sa blonde et le trio. Puis là, il fait « Je me bats pas d'envie. Mais là, tu viens de frapper ma blonde. Puis je vais pas vous laisser attaquer ma blonde de même. » En voulant dire... J'espère. Si vous voulez vous battre, là, ça va être contre moi, ça va pas être contre elle. Puis je vais la défendre, même si je me bats pas d'envie. Tu sais, c'est comme un couple de 30 ans, là, qui a des petits niaiseux qui les gossent. Genre, c'est vraiment loser. Puis mon réflexe, ce serait pas d'avoir peur, ce serait genre, voyons donc, genre, c'est donc bien ridicule. Oui, tu sais, ils ont pas peur, ils sont juste un peu fâchés, puis il y a de l'orgueil en jeu, je comprends vraiment, puis ils veulent se défendre. Là. Il l'a frappé quand même, là. T'es une fille de 30 ans, tu te fais frapper par un petit gars de 18 ans pour aucune raison. Et là, que ça me fâcherait, moi. Oh, moi aussi, je serais cringuée ben raide. Alana, elle s'était reculée un peu, mais là, elle sent là, que la tension monte. Elle retourne voir Ben, puis entre Ben et les 3 garçons, il y a sa perruque, le chapeau qui traîne à terre. Fait que là, elle se penche pour le ramasser, mais Jordan, il botte le chapeau plus loin. Fait que là, elle s'est comme penchée pour rien. Là, il piétine le chapeau, il crache dessus, puis il lance sur Alana. Là, elle se recule, et est sous le choc, et elle sait pas quoi faire. Elle est juste genre, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Ça la prend de court, ça lui prend un moment pour réaliser ce qui se passe. Puis là, sans prévenir, Ross Colander, il donne un énorme coup de poing à Ben. Genre, un gros coup de poing. Un gros punch. Puis Ben, il s'attendait pas à ça du tout. Il est sonné. Il tombe sur le dos. Il est quasiment knock-out. Là, parce que, tu sais, un bon coup de poing, là, c'est pas comme dans les films. Là. Ça fait mal, ça peut te sonner direct. Ben oui. Là, Jordan, il donne un coup de poing dans le ventre à Ben, qui est couché par terre. Puis finalement, Daniel Ransom, il prend un élan et botte le visage de Ben comme un ballon de soccer. Comme un tir de pénalité. Pour aucune raison, là. Un énorme coup de pied direct sur la tête de Ben. Ben, il avait même pas levé un petit doigt dans leur direction. Il avait absolument rien fait. Les 3 gars, ils partent à rire. Ils font des jokes, sont crampés. Là, Ross, il fait un genre de mouvement comme genre brise de Nice, là, genre « Ouh, cassé ». Puis il dit « It's over, you're out ». Genre, eux sont comme « Holy shit, on a knock-out un gars, ha, on est trop cool ». Mais pourquoi? Je comprends pour aucune raison. Oui. Aucune raison. Ben Garden meurt tôt le lendemain matin du 1er novembre 2009. Voyons de lésions cérébrales pour cette altercation complètement stupide. Qu'il a rien fait, rien déclenché. C'est bien triste. Alana, elle perd son chum. Ouais.
qui a juste voulu la défendre, même pas en frappant les petits gars, là, il est juste allé leur dire genre « Hey, redonnez-y donc son chapeau ». Son crâne, il était fracturé tellement que le coup de poing, que le coup de pied était fort. Il s'est zéro retenu, là, Daniel, là. Il voulait pas juste lui faire mal, là, c'était dangereux. Il y avait aucune retenue, il voulait le tuer, il s'en foutait. Daniel et Russ sont arrêtés peu de temps après l'attaque, mais Jordan, il a réussi à rester caché des policiers jusqu'en janvier 2010. Ça a pris 2 mois avant qu'on le retrouve parce qu'il restait caché chez l'appartement d'une de ses amies, du nom de Sarah Davy. Les 3 jeunes, qui sont tous originaires de Carshalton, une région de Londres, sont accusés de meurtre au premier degré et les 3 reçoivent une sentence de prison à vie. Pour Russ et Daniel, ils ont une possibilité de libération après 16 ans et Jordan après 14 ans. C'est fou. 3 nigauds qui gâchent leur vie pour rien, là. Rien. Pour juste, genre, avoir l'air cool devant probablement les autres, là. Genre, les 3, ils voulaient avoir l'air cool, puis... Haha, on gosse une fille, une madame de 30 ans. On y enlève son chapeau. C'est tellement, genre, enfantin. C'est niaiseux, là. Russ, il avait déjà été condamné 10 fois auparavant pour d'autres méfaits criminels. Jordan, lui, il avait aussi commis d'autres méfaits 13 fois. Il a commis des délits en lien avec la drogue, la violence, puis quand il a été arrêté, il possédait un couteau. Fait qu'il a aussi été arrêté pour possession d'armes blanches. Puis aucun des 3 ont montré le moindre remords. C'est pas comme « Ah, on était sous, j'en reviens pas, je suis désolée, on n'aurait pas dû faire ça. » Aucun remords, les 3. Le juge dit même que c'est tout le contraire. Ils s'en foutent complètement. Les parents de Jordan, le plus jeune des 3 tueurs, disent que c'est la faute des services sociaux qui se sont pas bien occupés de leur fils qui avait des problèmes de comportement, puis ils disent qu'il souffre d'hyperactivité, puis de troubles de l'opposition, puis qu'il y a un QI d'un enfant de 7 ans. Ça me fait penser au cas de Elise Pollard, la mère d'un des petits gars aussi, elle disait ça. Mais un QI d'enfant de 7 ans, je trouve pas que ça l'explique grand-chose, parce qu'un enfant de 7 ans aurait pas fait ça. Ouais. Les parents demandent d'aller en appel. Ils disent que si les services sociaux y avaient fait leur job, peut-être que leur fils serait pas dans cette situation-là. Le père dit « Mon fils aurait dû être puni, mais d'un homicide involontaire, pas de meurtre au premier degré. Il a donné un coup de poing à un homme et maintenant il est condamné à perpétuité. Il a aucun encadrement. S'il sort de prison, il aura aucunement changé. » Puis ça, c'est quand même vrai que... Ouais. Tu sais, si après 14 ans, il sort de prison, il y aura eu aucun encadrement, aucune médication quelconque ou thérapie pour son agressivité, puis rien va changer. Il aurait peut-être été capable d'y penser, là, par exemple, là, puis d'avoir des remords peut-être un jour, ou de se dire qu'il a gâché sa propre vie puis qu'il va plus jamais refaire ça, mais peut-être pas non plus. Là. J'ai des doutes. Non, c'est ça. Pour te dire, là, pendant le procès, Jordan, il dit qu'il est comme plein d'énergie, là, il saute sur place puis il arrête pas de hurler « fucking whore » et « j'espère que tu meurs du cancer » à Alana quand elle est en train de témoigner. Il est complètement zinzin. Le culot. Ouais. Puis son père, il dit que c'est des choses qu'il crie tout le temps. « J'espère que tu meurs du cancer, nanana ». Il dit ça à ses parents aussi, genre... Je sais pas, il cherche l'attention en insultant le monde. C'est le genre d'insulte que, genre, tu dis quand t'es au primaire pis que t'as aucune idée de ce que ça veut dire pis t'as pas conscience. Ouais, mais il a 18 ans! Mais c'est ça. C'est... Clairement, ça va pas, là. Non. Les services sociaux, ils ont répondu aux accusations des parents en disant « Les autorités ont offert à Jordan une aide considérable, notamment une éducation spécialisée, un logement et du tutorat. » Mais il n'en a pas profité. Aucune combinaison d'aide ne peut remplacer la responsabilité individuelle. Fait qu'ils sont comme, on a essayé de l'aider, mais s'il veut pas s'aider lui-même, on peut rien faire. Puis c'était son cas. Jordan Dixon, il a maintenant 31 ans, et sa demande de libération conditionnelle a été acceptée en juin 2024. Oh boy! C'est juste une question de paperasse avant qu'il soit libéré. Et il aura seulement purgé 13 ans de prison. Les 2 autres, ils ont 34 ans en ce moment. Ils ont été recommandés pour être déplacés dans une open prison, qu'ils appellent. C'est une prison à sécurité minimale, quasiment un peu comme une maison de transition. Genre, je pense que leurs cellules sont même pas barrées, ils peuvent sortir quand ils veulent, tu sais,
C'est comme en préparation de la remise en liberté. Fait que dans quelques années, ils vont sûrement sortir eux aussi. C'est bien peurant. Si vous allez à Londres, faites attention. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire-là, parce que, tu sais, à part que ça se passe le soir d'Halloween, c'est pas spooky, mais ça me fait plus peur que des histoires de fantômes puis de tueurs en série, parce que ça pourrait m'arriver. Genre, je m'excuse, là. Je suis douce et très gentille dans la vie, là, mais si je me fais picosser, je me fais narguer, gifler par un petit cul, là, oh que je vais pas me laisser faire. Ben, genre, c'est ça. pour ceux qui me connaissent, là, oh mon Dieu que je vais répliquer. Puis je m'imagine dans cette situation-là, puis j'aurais vraiment pu être Alana ou même Ben, là, puis juste, si tu tombes sur un fou malade, ben, KO t'es done, là. Ça me fait vraiment peur. C'est troublant, là, c'est... Ça me fâche que tu puisses pas réagir justement à une situation. Genre, tu sais, on peut pas dire à Alana, t'aurais pas dû répliquer, puis t'aurais dû t'en aller. Voyons, c'était 3 petits jeunes, elle s'attendait pas à ce que son chum se fasse tuer de même. Ben non, tellement pas. C'est ça, les pires histoires d'horreur, je trouve. C'est des affaires de même qui peuvent arriver sans crier gare, puis direct, ta vie est complètement finie en une fraction de seconde. Faites attention à vous en fin de soirée. Puis, mon Dieu, frappez pas quelqu'un d'en face. Genre... Non. Un coup de poing peut tuer quelqu'un, là. Il y a du monde en prison parce qu'ils ont donné un coup de poing puis sans vouloir tuer, là. C'était une bagarre de bord, là. Ouais. Jamais frapper quelqu'un d'en face. Ben, frappez juste pas le monde, là. Mais si jamais vous vous ramassez à frapper quelqu'un, pas d'en face, ça peut vraiment le tuer. Oui, vraiment. À moins que c'est de la légitime défense, là. Puis lui, il veut tuer aussi, là, mais... Damn, c'est tellement random. Genre, ça me fait peur. Ça pourrait arriver n'importe où, pas juste l'Halloween, là, pas juste... Ben non! Avec un déguisement, là. Non, c'était court, là, mon histoire, mais quand je l'ai lu, j'étais comme « Holy shit, ok, non, c'est ça que je raconte. » Ça m'a marqué que ça soit autant gratuit puis imprévisible, là. Ouais. Damn, ben ouais, faites attention à vous. Ne vous battez pas pour le plaisir. Non. Faites pas chier les gens autour de vous. Choisissez vos combats aussi, là. Si vous voyez que c'est trop fou dans la tête, votre perruque, elle peut prendre le bord, malheureusement, même si vraiment. Vous méritez de la revoir. Votre vie vaut plus qu'une perruque. Ouais. Crime glacé 2024. OK, ben, my God! Passez un très bel Halloween malgré ces histoires trop tragiques. Ouais. Nous, on est genre épisode bonus. Les gens sont comme, on n'a rien demandé, est-ce que c'est bien lourd? Ouais, là, on vient de déprimer tout le monde. Mais non. Hey. On espère pas. On espère pas. On vous souhaite plein de bonbons. Oui, plein de bonbons. Partagez-nous vos faits cocasses d'Halloween, vos déguisements, vos anecdotes croustillantes. Oui, il y a quelqu'un qui me dit qu'il allait se déguiser en... tu sais, dans les petits soldats verts dans Toy Story, là. Oh mon Dieu! Oui, fait que très bonne idée de costume. Elle disait, c'est vraiment chiant à faire, mais c'est un nice costume, puis je suis d'accord. Mais dites-nous vos déguisements. Oui. On vous souhaite une belle soirée d'Halloween. Yes! Puis on se revoit dimanche. Oui, à la semaine prochaine! Bisous, merci d'être là. Bye! Bye!